Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé hier au lancement des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Koni qui s'étend sur 2500 hectares pour un coût de 26 milliards de francs CFA. Compte rendu Adam Soumana et Sadou Doumi. Lancé le 5 août 2018 à Margou dans la région de Dosso, le programme Compact Niger voit ainsi sa mise en œuvre par cette cérémonie marquant le lancement officiel des travaux de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles de Koni. Une réhabilitation rendue possible grâce à la coopération américaine à travers le programme quinquennal du Millennium Challenge à Compte Niger. Ce périmètre fait vivre plus de 22 000 personnes réparties dans 8 quartiers de Bernou-Koni et 12 villages. Mais clairement, depuis sa construction il y a de cela 35 ans, il a vécu son temps et mérite une réhabilitation pour continuer d'être un bassin agricole de taille. Sa remise en état estimée à 45 millions de dollars, soit environ 26 milliards de francs CFA, dont 18 milliards de travaux, rétablira le flux optimal des eaux dans le canal de 15 km depuis les barrages de Mozagué et Zongo jusqu'à Koni. De même, tous les canaux d'irrigation et de drainage, ainsi que les pistes et les digues de protection seront restaurés. Ce faisant, les 2000 hectares de superficie exploitable sur ce périmètre seront rétablis et remis à la production. Réhabilitation. Le périmètre couvre une superficie brute de 3000 hectares, dont 2452 hectares nets irrigués et exploités par 4843 producteurs répartis dans 12 villages situés aux alentours de la ville de Koni et 10 quartiers de la commune de Koni. On estime actuellement à plus de 700 hectares la superficie qui n'est plus irrigable, conduisant ainsi de nombreux agriculteurs à foncer des puits pour pallier ce manque crucial d'eau. La finalité du projet de réhabilitation de ce périmètre est donc de restaurer le système pour qu'il retrouve sa capacité initiale. Un événement qui ne peut que naturellement réjouir le président de la République qui voit ainsi la concrétisation de son programme phare, à savoir l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens, tout en promettant d'autres réalisations dans la ville de Koni. Cela est extrêmement important comme contribution des États-Unis à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire des Nigériens, à la réalisation de l'objectif des 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Je suis heureux d'annoncer aux populations de Koni que nous allons très bientôt commencer les travaux de voirie de la ville de Koni. Les travaux de voirie, ça veut dire que nous allons faire des travaux de bitumage des rues de la ville de Koni. Auparavant, le président du MCC et l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eric Whitaker, ont tour à tour pris la parole pour louer la coopération entre nos deux pays et saluer le leadership du président de la République ayant permis l'aboutissement de cet important projet. Le président du MCC a été fait commandeur dans l'ordre du mérite agricole du Niger par le président Issoufou Mahamadou pour l'accompagnement de son institution en notre pays. Plusieurs camions transportant plus de 5000 tonnes de riz en destination du Niger sont bloqués au port de Cotonou. Le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs et grossistes du Niger demande aux autorités nigériennes de s'impliquer afin de trouver une solution. Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema pour le reportage. Mettre fin aux tracasseries que subissent les opérateurs économiques nigériens sur le corridor Bénin-Niger, c'est le principal combat que mène le syndicat de commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger pour protéger les militants. Mais cette pratique continue toujours. Actuellement, plusieurs camions transportant 5825 tonnes de riz en destination du Niger sont bloqués au port de Cotonou. Le syndicat explique les raisons. Le Bénin est là. Il a attrapé 5825 tonnes de riz. Ça fait des semaines, il n'a pas relaxé. Et il dit à l'importateur, il faut faire une correspondance, une lettre, pour dire que tu veux dédouaner même ta marchandise.
Mais comment des marchandises qui ont payé les frais de formalité de transit, qui ont payé l'accostage même du navire, et qu'on leur dise qu'il faut maintenant dédouaner. On sait que le Bénin, ce n'est pas la première fois. En 2010, ils ont fait comme ça. C'est à commencer par les huiles végétales jusqu'à élargir à 6 autres produits. Donc, un manque à gagner pour le Niger, 11 milliards 900 millions. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui sont partis en faillite du fait du comportement du Bénin. Si le Nigeria a fermé ses frontières, nous-mêmes, nous sommes dans cette même difficulté que le Bénin. Mais pourquoi le Bénin? Parce que le Bénin n'a pas de recettes. Le Bénin va dédouaner nos marchandises. Les gens ont chargé 45 camions qui sont bloqués dans le port. Les chauffeurs sont bloqués et la marchandise a payé tous les droits. Toutes les tentatives menées par le syndicat pour débloquer cette situation sont restées sans solution. Le temps passe, rien ne fait, les conséquences s'aggravent. Le syndicat demande l'intervention du président de la République, Issoufou Mahamadou. J'interpelle l'État du Niger. L'État du Niger doit aller défendre les importateurs qui souffrent de leur chair. Le cas du Nigeria, vous voyez, le Nigeria, ce qu'il est en train de faire. Le Nigeria dit que nos produits ne rentreront pas sur son territoire. Mais il faut regarder, c'est les produits du Nigeria qui envahissent le Niger. À commencer par l'essence qui n'est pas de très bonne qualité. Et les gens observent. Quand une situation se présente, ça dépasse les importateurs. C'est l'État lui-même qui doit prendre ses responsabilités. Maintenant, l'importateur qui a été bloqué pendant 2 semaines, est-ce qu'il peut lutter contre l'État béninois? Il ne peut pas. Le problème du Bénin nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Donc vraiment, j'interpelle le conseil des chargeurs, le CNUT, la chambre du commerce, le ministère du commerce, au plus haut niveau même le chef de l'État, pour nous débloquer cette situation. Ce blocage coïncide avec la fermeture de la frontière du Nigeria avec ses voisins, notamment le Niger et le Bénin. Une situation qui a fait immobiliser 1500 camions. La CEDEAO a dépêché une mission conduite par le général Salou Jubo pour aller constater l'ampleur de la situation avant de déposer un rapport sur la table des chefs d'État et de gouvernement de la zone. Le ministre de l'Emploi et le bureau exécutif de la Confédération nigérienne du travail se sont rencontrés cet après-midi pour échanger sur la nouvelle démarche en ce qui concerne le partenariat après les élections professionnelles. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Solé. C'est la toute première rencontre entre le ministère de l'Emploi et du Travail et les centrales syndicales les plus représentatives après les élections professionnelles du 31 juillet dernier. Aujourd'hui, c'est la Confédération nigérienne du travail CNT qui est à l'honneur. Occasion pour le secrétaire général de cette centrale syndicale classée 2e à l'issue des élections professionnelles de rappeler au ministre les doléances des travailleurs. Le protocole de 2009 et de 2012 disent que le gouvernement nigérien est respectueux du respect des lois et règlements et des conventions internationales. Toute violation doit être signée et signalée aux inspecteurs du travail. Il se trouve que dans beaucoup de secteurs, il y a vraiment des abus. Il y a la gestion des contrats des contracteurs de l'éducation, qui est une composante de la CNT à travers le SINASER, la suspension de contrats, les affectations des membres du bureau, aussi bien au niveau du SINASER que dans beaucoup d'autres secteurs de la CNT, et même des membres du bureau exécutif de la Confédération, n'est-ce pas? Il y a également la situation qui prévaut à la CNPC, où 15 délégués du personnel ont été licenciés. Quant au ministre de l'Emploi, Mohamed Ben Omar, a rassuré la CNT et les travailleurs nigériens en général qu'il veillera au respect des engagements, mais aussi des textes. Nous sommes fiers de le relancer. Il y a des questions qui ont été, et je le regrette amèrement, mais aussi, la loi, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la CNPC, vous vous rappelez de tout ce qu'il y a eu comme procédure, c'était à justice, le Conseil d'État qui a été saisi, et il a rendu son verdict qui est sans appel.
Et je crois que le code du travail a été respecté dans la procédure. C'est dur, mais là aussi, ça nous amènera ensemble, gouvernement, comme organisation de travail, à repenser ce dialogue social également en rapport avec les traditions, les doctrines en matière de droit. Le partenaire, vous le connaissez mieux que moi, il a une autre doctrine du droit. Nous avons une autre doctrine, nous avons une compréhension de ce droit. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions. Malheureusement, à un moment ou à un autre, il va falloir trancher et je crois que le Conseil d'État a tranché. Le secrétaire général de la CNT a fait cas de leur bonne foi afin d'œuvrer pour la réussite du dialogue politique inclusif amorcé au Niger. Suite à un point de presse animé par le secrétaire général de l'USTN relatif à la désignation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale, le secrétaire général de la CDTN a expliqué les raisons et les conditions de leur désignation, relativement à laquelle le secrétaire général de l'USTN, Zaman Allah, a réagi. Au cours d'une rencontre avec le ministre de l'Emploi, à l'initiative du camarade secrétaire général de la CNT, on s'est dit qu'il va falloir faire un protocole préélectoral pour un peu dire comment nous allons nous gérer après les élections. Et c'est de là que l'idée du protocole est née. Alors, c'est partant de cela que nous avons mis un comité de rédaction en place qui est venu rédiger un draft. Et nous avons commencé la première réunion d'adoption de ce texte où, il faut le dire, la CDTN a dit qu'elle ne fait pas partie de cette démarche puisqu'elle juge que c'est une façon de partager les postes avant les élections. Malheureusement, dans la rédaction du dernier draft que nous avons accepté, il faut le dire qu'il y a eu peut-être un piège du passage où on parle de centrales les plus représentatives et centrales représentatives que les gens ont voulu exploiter de façon tendancieuse. Si effectivement la CDTN a 32% de suffrage, mais je défie quiconque de me démontrer qu'au niveau des cotisants de la caisse, que la CDTN a 32% des cotisants de la caisse pour aller les représenter. Et je dis, je le répète, s'il y a une centrale qui ne doit pas siéger à la caisse, au vu de la représentativité de ceux qui sont les cotisants de cette caisse, c'est la CDTN. Et donc, au vu de cela, nous disons que le ministre même, si c'est dans l'état d'esprit du poids électoral qu'on devait faire pour composer le gouvernement, il ne pouvait pas être ministre parce que, de toutes les façons, il a fait un accord avec ceux qui ont composé le gouvernement et ceux-là ont respecté cet accord. C'est pourquoi il est à sa place. Maintenant, nous demandons tout simplement à faire les choses dans l'esprit du protocole d'accord, pas de la lettre. Et si les gens veulent des preuves, les signataires de ce protocole sont toujours vivants et on n'a qu'à les réunir pour leur demander si effectivement c'est dans cet esprit qu'ils ont fait ce protocole ou pas. Après les différentes réactions consécutives à la désignation des travailleurs à la CNSS, le ministre de l'Emploi, Mohamed Ben Omar, a fait la mise au point suivante. Les élections sont les élections. Je dis bien, la démocratie ne peut pas satisfaire tout le monde. Elle ne peut satisfaire que ceux qui sortent vainqueurs. Et ici même dans cette salle, et grâce à vous, et je dis vraiment bravo au camarade Sako, qui a fait cette suggestion dans mon bureau en son temps. Il m'a conseillé, monsieur le ministre, avant d'aller à ces élections, il faut que nous arrivions à accoucher d'un protocole préélectoral. Je dis pourquoi un protocole préélectoral? Il m'a dit, monsieur le ministre, en ce moment, on ne saura pas qui sera vainqueur. Quel serait le premier cheval qui va venir? Quel serait le deuxième jusqu'au 12 en compétition? Mais avec ce protocole préélectoral que nous allons concevoir, nous allons consensuellement l'adopter, nous allons consensuellement le signer, le parapher. Chacun saura que les règles du jeu seront respectées, même après les urnes, après l'ouverture des urnes. C'est ce que nous avons fait, je crois. Et ce protocole préélectoral, j'ai désigné un comité, donc présidé par justement le camarade Sako, avec toutes les centrales représentatives, et elles sont là. Et voilà les signatures. Tout le monde a signé. Regardez bien les caméramans. Les gens vous racontent leur vie. Vous avez les 12 centrales en compétition, les 12.
ont cacheté et signé. Et je me rappelle, la veille, 48 heures avant les élections, dans cette même salle, nous avons projeté article par article le contenu de ce protocole préélectoral. Vous vous rappelez, le 29 juillet. Et le 31, c'était le jour J. Ce faisant, à ma grande surprise, je constate que, mais vous savez, nous qui sommes les politiques, nous savons les élections. À chaque élection, il y a une surprise très grosse, Barbouman. Nous sommes chez... Quand nous faisons notre dispositif stratégique, nous pensons être le premier dans la localité. Mais quand on ouvre les urnes de foi, c'est la mort dans l'âme qu'on constate les dégâts. C'est peut-être vous pour la première fois que vous le faites. Et je constate effectivement la désolation. Parce que beaucoup ne sont pas habitués aux urnes. Les urnes, ça prouve qui vous êtes. Et c'est ça, il faut être courageux pour aller aux urnes. Et quand nous sommes partis aux urnes, ce n'est pas le ministre qui a voté, ni ses collaborateurs. C'est les travailleurs du Niger qui ont voté. Et ils ont donné ce classement. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Ce n'est pas le gouvernement du Niger qui a fait ce classement. Et en faisant ce classement, sur l'ensemble des suffrages valables, 5 se sont dégagés. La première, la CDTN avec 32,31%, la seconde avec 30,03%, la troisième avec 12,27%, la quatrième avec 8,85% et la cinquième avec 6,69%. Et dans ce protocole préélectoral, nous avons dit que est considérée comme centrale syndicale représentative, toute centrale ayant obtenu au moins 5% de suffrages exprimés valables conformément à l'article 4 du Code électoral. Ce n'est pas le ministère du Travail qui a conçu cet article-là. Mieux, et c'est pourquoi la mauvaise foi est dans les gens se taisent, c'est l'alinéa suivant. Le deuxième alinéa dit les organisations les plus représentatives sont celles qui arrivent en tête du classement issu du scrutin. Mais pourquoi le gouvernement va mettre environ 2 milliards pour qu'on revienne à la case départ? Pourquoi? Pourquoi qu'on me réponde? Or, les organisations qui viennent en tête, c'est cela, c'est le classement que j'ai donné. Ensuite, l'indice de développement humain qui classe le Niger dernier d'une façon récurrente a suscité un atelier qui a commencé ce matin au Palais des Congrès qui durera 3 jours. L'objectif visé à travers cet atelier est d'échanger avec les institutions internationales qui contribuent au calcul de l'IDH. Détail dans le reportage qui va suivre. Cela fait maintenant plusieurs années que le Niger est classé dernier relativement à l'indice de développement humain qui a été établi depuis 1990 par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le rang de dernier qu'occupe le Niger dans l'indice de développement humain ne laisse aucun citoyen nigérien indifférent, mais également les autorités. Ce qui a provoqué la tenue de l'atelier d'échange sur l'IDH avec les institutions internationales qui contribuent à son calcul. Aussi, selon la directrice de cabinet de la ministre du Plan, si le Niger est dernier en termes d'indice de développement humain, tel n'est pas le cas avec d'autres indicateurs. Selon le niveau de son IDH, le Niger est très mal classé. Mais le Niger est en très bonne position dans les évaluations et mesures faites avec d'autres indicateurs de la gouvernance comme le Country Policy and Institutional Assessment de la Banque mondiale, l'indice Mo Ibrahim, etc. C'est pourquoi il y a lieu de se demander d'où vient le problème. Cependant, les autorités de notre pays accordent un grand intérêt à tous les outils et instruments de mesure du niveau de développement de notre pays, comme le précise la directrice de cabinet de la ministre du Plan. Pour l'IDH particulièrement, et sur les instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un dispositif gouvernemental présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a été mis en place. Il comprend les principaux départements ministériels dont les actions impactent significativement les composantes de l'IDH. Son secrétariat permanent est assuré par la Direction générale de l'INS. Dans ce cadre, une feuille de route et un plan d'action ont été élaborés et sont actuellement mis en œuvre. Pour sa part, la représentante résidente du Programme des Nations Unies au Niger, Diana Louise Ofouana, a décliné l'objectif visé par l'atelier. De ce fait, nous mesurons l'importance accordée par les autorités nigériennes à la tenue du présent atelier, qui vise à valoriser les statistiques publiques et mettre en place les fondamentaux d'une meilleure collaboration
entre le système statistique national et les institutions impliquées dans le processus de l'élaboration du rapport mondial sur le développement humain. Enfin, la directrice de cabinet de la ministre du Plan, Diarra Fatimata Ly, a rappelé que le gouvernement du Niger attache du prix à la réussite de cet atelier qui permettra de renforcer les capacités des services techniques de notre pays en charge de la collecte des données statistiques qui sont utilisées pour l'élaboration du rapport mondial sur le développement humain et pour le calcul de l'IDH. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey du séminaire de restitution des résultats du programme de recherche RARSUS, qui est un programme qui vise l'évaluation des risques et l'identification des meilleures stratégies de leur réduction. Compte rendu Harriet Salah et Harid Louprema. C'est pour assurer un développement urbain durable en Afrique subsaharienne et comprendre les conditions pouvant permettre un approvisionnement efficace des populations dans le secteur de l'eau, l'énergie et l'alimentation dans les villes comme Niamey et Bamako que le gouvernement allemand a financé le projet RARSUS dont le présent atelier fait l'objet des restitutions de ses résultats de recherche. Le projet de recherche RARSUS, au-delà des activités dans le domaine de la recherche, a assuré le renforcement des capacités des étudiants, masterants, doctorants et postdoctorants et enseignants-chercheurs des institutions partenaires. Il a permis d'accroître dans les deux sens la mobilité entre les universités allemandes et africaines. Ainsi, ce projet de 3 ans a assuré entre 2017 et 2019 un réseautage important que nous espérons durable entre les institutions allemandes et ouest-africaines. Le coordinateur du RARSUS et également vice-recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a axé son intervention sur la méthode de travail pour atteindre les objectifs du projet RARSUS. Le projet RARSUS, en anglais qui veut dire Risk Assessment and Reduction Strategies for Sustainable Urban Resources Supply in Sub-Saharan Africa, vise l'évaluation des risques et l'identification des meilleures stratégies et de leur réduction pour un approvisionnement durable en ressources, notamment l'eau, l'énergie et l'alimentation des milieux urbains en Afrique subsaharienne. Ce projet est implanté en 2017 pour une durée de 3 ans. Cette initiative a été développée et mise en place par un consortium constitué de 3 institutions universitaires allemandes, à savoir ITT, ZEF et UNU, et 3 institutions africaines, à savoir l'Université panafricaine basée à Tlemcen en Algérie, l'Université des sciences et techniques et technologiques de Bamako au Mali et l'Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Pour atteindre pleinement ces objectifs, le projet de recherche RARSUS a été mis en œuvre selon une approche duale, couplant la production de connaissances par la recherche scientifique et le renforcement des capacités des acteurs afin de créer les meilleures conditions de durabilité des solutions trouvées. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce projet RARSUS est une opportunité pour le Niger. La recherche scientifique et l'innovation technologique aideraient à mieux identifier des solutions durables dans le contexte du changement et variabilité climatique. Cette initiative de recherche germano-africaine et de renforcement des capacités pour l'approvisionnement durable des ressources dans les villes d'Afrique subsaharienne est une excellente opportunité pour le Niger. Le projet RARSUS, au-delà des résultats de recherche, de renforcement des capacités, grâce à une implication forte de tous les acteurs, a permis de constituer l'une des bases de données la plus fournie sur le secteur de l'eau, l'énergie et l'alimentation dans la ville de Niamey au Niger. Ce séminaire de restitution des résultats du projet RARSUS, qui durera 3 jours, a regroupé des enseignants-chercheurs des universités du Niger, Mali, Algérie, Allemagne et des étudiants de l'université Abdou Moumouni et des autres institutions sœurs. Les travaux de la 3e édition du Symposium international des médias pour le développement à l'horizon 2030 ont débuté ce matin à la Maison de la Presse. Asma Ousseidou et Aboubakar Souley pour le compte rendu.
Relever le défi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, c'est le thème retenu cette année pour la 3e édition du Symposium international des médias pour le développement, un cadre de réflexion et d'échange entre hommes des médias. La 3e édition du Symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030 se déroule dans un contexte particulier en termes de grands défis à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. Il faut le dire, les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix, la justice, en tout cas sont énormes. Les objectifs sont interconnectés et pour ne laisser personne de côté, il est important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles d'ici 2030. Le CIMED est un cadre de réflexion d'échange dédié aux médias, mais depuis l'avènement de la première édition, tenue en 2015, nous avons vite compris que toutes les parties prenantes pouvant œuvrer à apporter leur contribution doivent être concertées. Une initiative appréciée par le secrétaire général du ministère de la Communication. Bien que, dans l'ensemble, les individus vivent mieux qu'il y a 10 ans, les progrès réalisés afin que personne ne soit négligé n'ont pas été assez rapides pour atteindre les cibles du programme 2030. En effet, le rythme de progression au niveau mondial ne suit pas celui exigé par un programme ambitieux rendant nécessaire des mesures immédiates et intensifiées de la part des pays et des parties prenantes à tous les niveaux. Certes, les objectifs de développement durable en Afrique ont connu plusieurs avancées positives au niveau de certains pays, mais des efforts considérables et défis demeurent toujours pour d'autres. C'est pourquoi, en cette veille de la prochaine édition 2019 du Forum public de haut niveau sur les ODD, et pour préparer et mieux accompagner nos États, les travaux du CIMED viendront mettre les médias au cœur des actions pour qu'ils puissent davantage accompagner nos États africains pour la réalisation de l'agenda 2030. Pendant 3 jours, les participants auront à réfléchir sur des stratégies porteuses pouvant valablement aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable ODD. L'association des professionnels de la communication section Niger a organisé aujourd'hui à Tillabéri avec l'appui d'ONIFAM une session de formation des plateformes multi-acteurs sur le projet de mobilisation sociale contre les violences faites aux femmes. Compte rendu Asma Osedou. Cette formation des plateformes multi-acteurs rentre dans le cadre du projet de mobilisation sociale contre les violences faites aux femmes en vue de contribuer à inverser la tendance négationniste des droits des femmes au sein des communautés. L'objectif global visé par ce projet est de contribuer à promouvoir des normes et des attitudes positives à l'égard des femmes et des filles à travers des dialogues communautaires et des campagnes d'information. Ce projet, qui est une composante du programme Spotlight, intervient dans 4 régions du Niger, à savoir Tillabéri, Tawa, Maradi et Zender. Il a pour cible les plateformes multi-acteurs qui sont constituées essentiellement de représentants des organisations de la société civile, de la santé et des services techniques déconcentrés de l'administration. De façon spécifique, le projet vise à renforcer et mettre en place des plateformes multi-acteurs dans les communes d'intervention du Spotlight des régions de Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender. Une initiative soutenue et saluée par les autorités, surtout qu'elle cadre avec les orientations nationales. La lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, est plus que jamais une préoccupation mondiale au regard des conséquences fâcheuses qu'elle engendre. En effet, elle affecte la santé physique et mentale des victimes, hypothèque leur avenir, sape l'équilibre des familles, déchire le tissu social, crée des conflits communautaires et impacte négativement le développement de tout pays.
Conscient donc de ces effets négatifs, le Niger a, dans la droite ligne de la politique nationale genre PNG, adopté en 2008, élaboré une stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre pour la période 2017-2021. À terme, l'ambition est de réduire le taux de prévalence des violences basées sur le genre de 28,4% à 15,4% d'ici 2021. Ainsi, l'atteinte des objectifs visés à travers ce projet passe nécessairement par la communication et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans cette stratégie, a indiqué le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri. Sur le plan sportif, pour la deuxième journée de la Super League, le stade régional Landidi Manzo de Zender a abrité le week-end passé la rencontre Espoir contre AS Douane de Niamey. Compte rendu Ben Salah Moussa. Après la défaite 0-1 contre l'Union sportive de la Gendarmerie nationale mardi dernier, c'est ensuite face à l'AS Douane que l'Espoir avait enregistré sa deuxième défaite consécutive à domicile de la saison sur le même score 0-1 encore. Les Rouges et Blancs ne savent plus à quel sens s'ébouiller en ce début de la saison. 2 matchs joués, 2 défaites, 0 points, moins 2 au compteur. L'essentiel s'est joué hier à Landidi Manzo Stadium lors de la première période. Appel en profondeur de Ago, il a pris en vitesse la défense de l'Espoir sur le côté droit. Ago centre, l'attaquant de l'AS Douane marque sans trembler 1-0. C'est aussi ça, une équipe qui joue sans pour autant marquer, elle doit encaisser. Au contraire, selon Ahmed Lali Didoudoua. Toute équipe qui mène sans marquer vraiment est à la merci de l'équipe adversaire. Tant que tu mènes sans marquer, tu es obligé d'encaisser. Vous avez vu, on a mené beaucoup d'affronts, mais une seule occasion, ils ont exploité ça. Ils nous ont pris à contre-pied. Et c'est là vraiment... Ça fait mal, mais c'est comme ça, c'est le sort du football. À la seconde période, les 45 minutes, tout est pour l'Espoir. Mais les buts manquent. Le véritable problème de l'Espoir se situe en attaque, selon l'entraîneur Amer Lali Doudoua. Bon, vraiment, apparemment, l'Espoir souffre de finisseurs. En réalité, c'est un manque de finisseurs. On n'a pas un attaquant de race vraiment comme l'année passée qui sont vraiment aux aguets de but. Cette année, vraiment, vous avez vu, on est là en train de jongler en attaque. Tout le problème se situe au niveau de la ligne d'attaque. Inch'Allah, le problème sera résolu incessamment, vraiment. Comme on a des attaquants déjà, leur licence est dans le coulisses de la Fédé, ça va sortir, Inch'Allah, on va essayer de remédier à tous ces problèmes. Vous savez, l'équipe de cette année, vraiment, c'est une équipe qui travaille et qui fonce. Elle est différente de l'équipe de l'année passée à ce temps-là. Cette année, bon, vraiment, on n'a pas peur d'affronter les équipes. Vous avez vu comment on malmène les équipes. Ce manque crucial d'attaquants, c'est ça qui nous fait défaut, hein, vraiment. Et on va essayer de le remédier. Prochaine sortie de l'Espoir, ça serait à Niamey où l'Espoir va livrer 2 rencontres. Un match de la 3e journée et en avancée la 4e journée. En attendant, c'est la désillusion qui gangrène le vestiaire des Rouges et Blancs avec ces 2 défaites consécutives à domicile. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.